Bonjour, moi je suis Alexandre Magnan, je suis un géographe et je suis chercheur à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est basé à Paris. Donc je suis ce qu'on appelle un sciences humaines, qui travaille sur les questions littorales et sur la manière dont les sociétés s'adaptent, répondent aux risques côtiers et s'adaptent aux risques côtiers. Donc notamment sur les littoraux tropicaux et en particulier dans les petites îles de l'océan Indien et du Pacifique. J'ai eu la fabuleuse chance de participer au rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère, qui a été approuvé par les gouvernements il y a peu, fin septembre. Et c'était un exercice intéressant dans le sens où ce qu'on voit souvent émerger dans la presse au sujet des rapports du GIEC, ce sont souvent les conclusions principales en termes physiques. Par exemple, en l'occurrence sur ce rapport-là, beaucoup de choses dans les médias sur l'ampleur de l'élévation du niveau de la mer en termes de centimètres ou de dizaines de centimètres, voire de mètres d'ici la fin du siècle, etc. Sur la cryosphère, c'est-à-dire sur les glaces qui sont présentes sur notre planète, on a aussi surtout des éléments physiques, quantitatifs qui ressortent dans les médias suite à l'approbation de ces rapports du GIEC. Et pourtant, c'est réducteur puisque il y a beaucoup de choses qui sont développées dans ces rapports. Ce sont des rapports assez longs, assez lourds à lire, c'est vrai, mais ils ont vocation à faire un bilan des connaissances scientifiques parues dans la littérature scientifique sur certaines questions, et ces questions sont nécessairement toujours vastes. Par exemple, moi j'ai participé au chapitre qui traite, et c'est son titre, des implications de l'élévation du niveau de la mer. Bon, il y a énormément de choses à dire dans ce domaine, à la fois sur les aspects physiques et puis sur les aspects impact et réponse des sociétés. Et ces aspects impact, c'est encore plus vrai pour les aspects réponse des sociétés, sont pas forcément toujours beaucoup abordés dans la presse suite à la publication des rapports, parce que c'est moins quantifiable que les processus physiques ou que les projections climatiques ou projections d'élévation du niveau de la mer. On a plus de mal à quantifier les impacts en 2100, par exemple, ou bien à quantifier l'ampleur et l'efficacité des réponses que les sociétés vont apporter d'ici là à ces risques. Et donc, il y a tout un pan de ces rapports qui est finalement assez mal connu du grand public. On a identifié 4 territoires littoraux, les grandes villes côtières, les îles urbaines des atolls, les grands deltas agricoles et des communautés dans l'Arctique. L'idée, c'était... alors, on a identifié ces géographies-là pour plusieurs raisons. Globalement, il y en a 2 importantes. D'une part, on voulait illustrer toute la diversité des niveaux de risque et des problèmes qui vont se poser du fait de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle planétaire. Donc en prenant, évidemment, quand vous parlez de grandes villes côtières, vous parlez tout autant de New York que de Rotterdam, que de Shanghai ou que de Lagos. Quand vous parlez des îles urbaines, des atolls, vous vous adressez à une tranche spécifique de la zone tropicale. Quand vous parlez des grands deltas agricoles, vous parlez évidemment des grands deltas asiatiques, mais pas que. On a aussi des grands deltas en Amérique du Sud, en Europe et dans d'autres régions, en Afrique bien sûr. Et puis quand vous parlez des zones arctiques, vous parlez de ces milieux polaires, ces franges polaires. Donc si vous voulez, avec ces 4 types de géographie, on couvrait finalement toutes les latitudes et on s'adressait à tout type de pays, pas seulement les pays en voie de développement, mais aussi les pays développés. Donc ça nous permettait d'avoir une vision assez globale, ou de proposer en tout cas une vision assez globale des niveaux de risque attendus du fait de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle globale. Et la deuxième grande raison, elle est liée à ce que je vous disais précédemment, c'est que pour ces géographies-là, la littérature scientifique propose pas mal d'articles scientifiques, pas mal de publications sur des cas d'études précis qui renseignent ces grands types de géographie.
Par exemple, pour identifier les niveaux de risque d'impact pour les grandes villes côtières, on a utilisé des articles qui traitaient des cas de New York, de Shanghai et de Rotterdam, parce qu'on a de la publication scientifique substantielle sur ces cas, mais pas sur d'autres cas. Ou pour les risques au niveau des grands deltas agricoles, on a pris les cas du Gange Brahmapoutre, notamment parce qu'il y a de la publication scientifique là-dessus. Donc vous voyez qu'il y a à la fois cette idée de fournir une vision entre guillemets simplifiée, synthétique et à une échelle globale pour les décideurs, c'est la vocation du GIEC, mais en même temps, tout en se reposant sur la littérature scientifique, et ça, c'est les jambes du GIEC, si vous voulez. Et dans cet exercice-là, ce qui était intéressant, c'est que justement, là encore, ça renvoie à ce que je disais au début, c'est pas évaluer les risques dans le futur liés à l'élévation du niveau de la mer pour ces différentes géographies, c'est pas seulement mieux comprendre l'élévation du niveau de la mer, ses processus, l'ampleur en fonction du niveau de l'élévation du niveau de la mer en fonction des scénarios climat. Est-ce que ce niveau marin il va s'accélérer ou pas, à quel rythme, etc. C'est pas qu'une affaire de dimension physique, puisqu'on a aussi considéré beaucoup d'éléments, d'abord des éléments liés aux écosystèmes. Finalement, comment est-ce que des écosystèmes comme les récifs coralliens ou les mangroves vont réagir à l'élévation du niveau de la mer, parce que selon la manière dont ils réagissent, s'ils réagissent bien, ils peuvent continuer à jouer une fonction tampon, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils atténuent les vagues qui arrivent à la côte, donc ce sont des barrières naturelles. Eh bien, si les récifs coralliens et les mangroves continuent à jouer ce rôle-là dans le futur, évidemment, ça réduit le niveau de risque sur des îles comme les îles urbanisées des atolls ou dans d'autres contextes territoriaux, par exemple. Donc, on a aussi pris en considération des facteurs humains qui contribuent au niveau de risque face à la montée des eaux, par exemple les densités de population. Évidemment, à densité de population constante, plus le niveau de la mer augmente et plus les dégâts potentiels sont importants, et donc ça caractérise en partie le niveau de risque. Et puis on a également finalement considéré les réponses que les sociétés pouvaient apporter aux impacts de l'élévation du niveau de la mer, des réponses en termes de protection côtière, de restauration de ces écosystèmes dont je parlais tout à l'heure parce qu'ils ont été dégradés, ou alors de relocalisation des personnes ou des maisons ou des infrastructures ou des activités économiques. Donc vous voyez que cette évaluation du risque, elle va bien au-delà de simplement l'évaluation du phénomène physique d'élévation du niveau de la mer en tant que tel. Et c'est vrai que c'est une dimension que la presse notamment a du mal à retranscrire au grand public, alors que ce qu'on identifie dans la littérature scientifique et quand on essaie d'en faire la synthèse, c'est que le risque dans le futur, que ce soit au niveau des villes côtières ou ailleurs, peu importe, dépend bien entendu de l'ampleur du phénomène physique d'élévation du niveau de la mer et l'accélération de ce phénomène physique, mais pas que. Les dimensions humaines jouent un rôle considérable dans la définition de ce que va être le risque demain. Les décideurs, que ce soit aux échelles nationales ou internationales ou à des échelles plus locales, sont très demandeurs, bien entendu, non pas forcément d'informations sur les aspects physiques futurs, ça dépend des acteurs. Peut-être qu'un industriel ou quelqu'un qui gère une centrale nucléaire va être très intéressé de savoir quelles sont les projections de température des rivières, de la rivière, grâce à laquelle l'opérateur peut refroidir sa centrale nucléaire, mais on a quelques acteurs comme ça qui dépendent directement de données purement physiques sur le futur, mais en vérité, énormément d'acteurs dans la société civile ou dans les sphères de la décision publique et privée sont plutôt demandeurs d'informations sur les niveaux de risque inhérents
à ces changements dans les paramètres physiques, et notamment là l'élévation au niveau de la mer. Donc le monde de la décision, pour faire court, s'intéresse d'une part beaucoup à la question des risques futurs pour finalement appréhender le problème en tant que tel, mais de plus en plus, et c'est une des choses que ce rapport du GIEC sur les océans essaie d'avancer, c'est la question des solutions. Ils sont finalement, bon, d'accord, maintenant on a compris le problème, mais qu'est-ce qu'on fait? Et cette partie de la question, le qu'est-ce qu'on fait, est de plus en plus prégnante, à quelque échelle que ce soit. Et donc, pour ça, on a besoin de développer des réflexions sur les solutions, ou en tout cas les solutions potentielles. Et là, les sciences humaines jouent un rôle assez considérable dans les rapports du GIEC. Alors évidemment, c'est très compliqué d'intégrer la dimension humaine à l'horizon 2100. Vous imaginez bien que c'est très difficile de prévoir les niveaux de densité de population, par exemple, à l'échelle de la côte atlantique française, ou d'une petite île, ou d'une ville côtière, à 2100. En 80 ans, il peut se passer beaucoup de choses à l'échelle d'une société. Par exemple, la Méditerranée était, il y a 60-70 ans, surtout prisée l'hiver. Et on voit bien qu'il y a eu un changement de culture qui a fait basculer le tropisme vers un tropisme plutôt estival. Et on voit bien aujourd'hui à quoi ressemble la Méditerranée et quel est le rôle de l'industrie touristique dans la densification du littoral méditerranéen. Donc, c'est très difficile de prévoir ce genre de basculement de tendance ou de mode, etc. Donc on n'est jamais, quand on fait de la prospective comme ça, on n'est jamais dans de la certitude. Ce serait une erreur de croire, et d'ailleurs même sur les aspects physiques, les scientifiques développent des modèles climatiques qu'ils peuvent, entre guillemets, résumer à coup d'équations mathématiques, et même ça, ça leur permet bien sûr de quantifier un peu mieux que les sciences humaines, mais même ça, ce n'est pas de la certitude absolue. Il y a toujours une part d'incertitude, même dans les modèles climat physiques. Et évidemment, quand on s'intéresse au futur des sociétés, cette incertitude, elle est démultipliée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien du futur, ça veut dire qu'on essaie d'identifier les grandes tendances et finalement, c'est déjà une grande avancée. Et en tout cas, ça aide les politiques publiques notamment à se projeter un peu mieux dans le futur. Et finalement, l'enjeu clé du changement climatique et de l'adaptation aux risques liés au changement climatique, c'est précisément d'être capable d'anticiper ou en tout cas de se projeter dans un futur qui n'est pas seulement le futur de quelques années et donc qui ne réduit pas les choix politiques pour réduire le risque, qui ne réduit pas ces choix politiques à l'échelle des mandats électoraux, mais qui essaie d'aller bien au-delà. Donc, j'ai envie de dire que même une prospective imparfaite est utile pour ce genre d'exercice. Alors, j'en viens à la question des solutions, ou en tout cas des options, pour faire face à l'élévation au niveau de la mer. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces options, on pourrait se dire a priori qu'elles sont très différentes entre nos 4 catégories de littoraux dont je parlais tout à l'heure, les grandes villes côtières, les grands deltas agricoles, les petites îles coralliennes et les communautés arctiques. Et finalement, on se rend compte qu'il y a un panel d'options qui, sous leur forme générique, en fait, s'appliquent à tous ces territoires. C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que malgré les spécificités des uns et des autres, on peut partager une certaine expérience de ces options et ça, c'est un bon signe, c'est un bon signal pour le futur. Alors, ces grandes options, il y en a 4 grandes catégories. Dans le rapport du GIEC, on en identifie 5, mais la 5e est soumise à débat. Donc, disons, les 4 certaines sont la protection côtière, ce qu'on appelle l'accommodation, l'avancée stratégique et le recul stratégique. Alors, la protection côtière, c'est assez simple. Comme son nom l'indique, il s'agit de protéger les côtes. Donc, l'état d'esprit ici, c'est on ne recule pas face à la mer, on reste, on garde nos positions et on se bat.
Et on peut se battre globalement de deux grandes manières. Soit on développe de la protection dite lourde, c'est ces fameux les digues, les enrochements, ce sont des rochers accumulés qui servent de protection à la côte. On peut utiliser des brise-lames qui sont en mer et qui servent à casser les vagues. Bon, c'est de l'ingénierie lourde. Et l'autre volet de la protection, c'est la protection dite soft. Et là, c'est par exemple, c'est typique, la replantation de mangroves sur les littoraux tropicaux, qui peuvent les accueillir, bien sûr, parce que la mangrove, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un écosystème qui va à la fois freiner les vagues et puis permettre aux sédiments de s'accumuler, et finalement, ça va permettre au sol de s'élever au fur et à mesure. Donc ça, c'est la protection. Le deuxième volet qui traite lui aussi d'un état d'esprit qui est on reste sur nos positions sur le littoral, mais avec une petite nuance qui est cette fois-ci, on reste où on est, mais on essaie de s'accommoder. Et c'est donc ce qu'on appelle l'accommodation. C'est typiquement la construction de maisons sur pilotis plutôt que de maisons à ras-le-sol, parce que les constructions sur pilotis, d'une part, permettent aux habitations d'être un peu mieux protégées contre les vagues, et puis ça permet au processus naturel de continuer à jouer leur rôle, parce que les vagues, ça fait bouger le sable, ça l'amène ici, ça l'enlève là, les littoraux sont vivants, ces milieux sont vivants, et l'accommodation, c'est une manière de se rendre compte pour l'homme que ces milieux sont vivants, et que plus ils sont vivants, et finalement, plus ils nous protègent. Le troisième grand volet d'action, il est assez controversé, il n'est pas très développé à l'échelle de la planète, mais on a quand même quelques exemples importants. C'est l'avancée stratégique, c'est-à-dire qu'on construit des nouvelles terres sur la mer, mais on les élève par rapport au niveau de la mer, de plusieurs mètres. C'est ce qui se passe par exemple aux Maldives, avec la construction d'îles artificielles surélevées de 2 mètres, si mes souvenirs sont bons, par rapport au niveau de la mer. On pourrait y voir dans cette option une forme de non-adaptation ou de mal-adaptation. En réalité, ça dépend beaucoup du contexte local. Si vous êtes aux Maldives, en l'occurrence, il y a tellement peu d'espace disponible pour une population en permanente croissance qu'à un moment donné, la question de la disponibilité en terre se pose. Et ce n'est pas qu'une question liée au changement climatique, hein, c'est la configuration naturelle de cet archipel qui impose ce dilemme-là. Donc dans ces contextes-là, eh bien, peut-être que créer des îles artificielles, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Et puis le dernier grand volet, lui, relève d'un tout autre état d'esprit. C'est le retrait stratégique, on appelle ça le retrait stratégique, c'est-à-dire la relocalisation des personnes, des biens, des infrastructures, des activités économiques, etc., loin du littoral, en fait. Et évidemment, ce volet-là, il renvoie à cet état d'esprit de se dire, OK, la mer monte, elle va continuer à monter en s'accélérant. Notre meilleure option, c'est de reculer. Alors ça, c'est le schéma général de ces 4 options, hein, protection, accommodation, avancée stratégique et recul stratégique. Ce qui est intéressant, c'est que ces 4 grands types d'options, en fait, s'appliquent ici et là dans les différents territoires dont je vous parlais tout à l'heure. Rien qu'à l'échelle de New York, par exemple, vous avez à la fois une grande partie de ce littoral qui est protégé par des ouvrages lourds de défense, donc on est sur la protection lourde, mais en même temps, suite à la tempête Sandy en 2012, il y a eu des relocalisations de certains bâtiments, de certaines maisons qui ont été très affectées par cette tempête et que les autorités ont jugé plus utile de reconstruire ailleurs. Vous avez pareil dans certains deltas à la fois une partie en protection lourde et puis de la replantation de mangroves par exemple. Idem pour les îles urbanisées des atolls et dans les zones arctiques, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on a là aussi une diversité d'options. Donc, ce qui est intéressant quand on compare plein de cas différents et plein de types de littoraux différents, c'est qu'on se rend compte que, en fait, on ne peut pas penser en termes d'options, c'est-à-dire en termes de mais quelle est la meilleure option pour moi à l'échelle de 2100 que je puisse mettre en place maintenant. En fait, c'est en termes de combinaison d'options
qu'il faut toujours réfléchir, même à des échelles très très locales, et en termes d'évolution de ces combinaisons d'options. Peut-être qu'une digue, ça va vous aider un certain temps à faire face à la montée du niveau de la mer, et puis à un moment donné, ce niveau de la mer sera peut-être trop intense, et dans ce cas-là, votre protection, elle vous servira plus à grand-chose parce que de toute façon, vous n'avez pas assez d'argent pour la faire plus haute, plus robuste, etc. Et donc, il faudra évoluer vers un autre type d'option, par exemple du recul stratégique. Et c'est dans ces combinaisons et dans ces évolutions de combinaisons d'options que la solution se trouve. En réalité, il n'y a pas de solution miracle face à l'élévation du niveau de la mer. Il y a évidemment, disons que chaque solution est très dépendante des spécificités locales. Et pour arriver à ce type de conclusion-là, d'abord, ça demande énormément d'années de recherche dans plein de territoires par une communauté scientifique extrêmement large. Et c'est pour ça que les rapports du GIEC ont à un moment donné une utilité qui est de faire la synthèse de tout ça. C'est là que, vous le comprenez bien, les sciences humaines jouent un rôle important, puisque comprendre pourquoi telle solution est appliquée ici et pourquoi elle marche et pourquoi elle est appliquée là mais elle ne marche pas, pourquoi les populations réclament ce type d'option alors que c'est peut-être pas ce type d'option qui d'un point de vue scientifique ferait sens. Voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent pour passer finalement des mesures ou des combinaisons de mesures à ce qu'on pourrait qualifié de solution pour un territoire donné. Il y a tout un tas de questions et ces questions sont, encore une fois, pas seulement liées aux aspects physiques, mais aussi à l'acceptabilité par les populations locales du risque, des solutions à apporter, leur perception de ce risque. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que ça n'en est pas? Qui doit le faire? Qui doit prendre en charge tout ça? Où sont les responsabilités? Bref, il y a un tas de questions intéressantes qui se posent et les sciences humaines, évidemment, ont un rôle à jouer.